Salut les P1, c'est Layla, votre tutrice du E2. J'étais à votre place il n'y a pas si longtemps et perso j'aurais adoré avoir des petits podcasts sur certains cours que j'aurais pu écouter dans les transports, en sortant marcher ou à juste n'importe quel autre endroit que assis sur ma chaise. Du coup voilà, je me suis dit que peut-être certains d'entre vous sont dans le même cas que moi et si ça peut en aider, c'est trop cool. En plus, les cours dont je m'occupe, c'est ceux du professeur Janin et ça tombe super bien. Parce que c'est des cours qui sont, je trouve, pas trop compliqués à comprendre, mais hyper fatigants à apprendre parce que tout se ressemble et c'est dur de tout mettre dans le bon ordre dans sa tête. Du coup, le format audio, je me suis dit qu'il était bien parce que je trouve que pendant que moi je parle, vous pouvez réfléchir en même temps et organiser vos pensées, alors que si vous faites que de lire vos polis, etc., c'est compliqué de faire deux trucs en même temps et c'est brouillon et vous en mêlez tous les pinceaux. Enfin bref, avant de terminer cette longue intro, je tiens absolument à insister sur le fait que ça doit en aucun cas remplacer vos révisions sur les polis. Ça doit juste venir en complément de ce dernier. Et même si ce sera plus précis que d'autres podcasts ou vidéos généraux que vous pouvez trouver sur internet, je vais pas pouvoir revenir sur toutes les notions qui ont été abordées en cours pendant 2 heures en 10-15 minutes. Donc évidemment, ne vous basez pas uniquement sur ça pour réviser et pour en déduire quels seront les potentiels QCM, etc., qui seront posés le jour de l'examen. Voilà, c'était le moment un peu pénible. Sur ce, c'est parti pour ce premier épisode sur la réplication. Comme vous le savez déjà, tout organisme vivant est composé d'une ou plusieurs cellules. Chaque cellule, pour reprendre l'expression du professeur Janin, possède un trésor. Et ce trésor, il doit absolument être transmis d'une génération cellulaire à l'autre, sinon la cellule fine ne pourrait tout simplement pas survivre. Vous l'aurez compris, ce trésor, c'est bien le génome. Et la première étape pour pouvoir le transmettre, c'est la réplication, justement. Cette étape de réplication, ou de recopiage, si vous comprenez mieux comme ça, il faut vraiment qu'elle soit la plus fidèle possible, avec le moins de variations. Simplement parce que celles-ci, elles peuvent être potentiellement délétères, soit pour la cellule directement, et aussi pour l'organisme en général, dans le cas où elle devient cancéreuse, par exemple. Donc vraiment, on ne rigole pas avec cette étape extrêmement importante. Et d'ailleurs, la cellule, elle va sortir carrément la grosse artillerie, avec un ensemble d'acteurs et d'éléments qui sont indispensables. Et avant de rentrer un peu plus dans les détails des mécanismes, blablabla, initiation, nanana, on va se les remettre en tête ensemble. Tout d'abord, nous avons besoin de désoxyribonucléosides triphosphate. Ce sont bien des nucléotides, oui. Alors pourquoi je vous embête à dire désoxyribonucléosides triphosphate? C'est parce que si je dis que nucléotides, on ne sait pas qu'il y a 3 phosphates. Or, c'est super important ici, parce que c'est grâce à l'hydrolyse de ces liaisons phosphates que l'énergie nécessaire à l'élongation va pouvoir être apportée. Donc ce sont bien des nucléotides, mais on les appelle aussi des oxyribonucléosides triphosphates pour insister sur le fait qu'il y a bien 3 phosphates. Ensuite, on a aussi besoin de pas mal d'enzymes. Déjà, on a l'hélicase. Elle est assez simple à retenir, celle-ci. Moi, je m'amusais pas, mais je me disais qu'on pouvait dire que c'était hélicase. Et du coup, ça casse les liaisons hydrogènes au sein de la double hélice d'ADN, d'où hélicase. Et voilà, en gros, ça sert à séparer les deux brins d'ADN pour pouvoir initier la réplication. C'est vraiment simple. Ensuite, on a les topoisomérases. Normalement, vous les avez déjà vus dans le cours des acides nucléiques. Elles servent à modifier l'état d'enrôlement de l'ADN. Après, il y a la primase. Elle synthétise des amorces d'ARN à partir d'un brin d'ADN. Du coup, c'est une ARN polymérase ADN dépendante. Ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme ça que je révisais l'année dernière aussi. Mais la primase, moi je l'aime bien en fait, parce que je trouve qu'elle est discrète, qu'elle se la pète pas, alors que clairement sans ces amorces d'ARN, il n'y aurait pas de réplication, vu que l'ADN polymérase, qui elle au contraire est la star incontestée du mécanisme, elle prend toute la lumière, elle se la pète de fou, etc. Alors qu'elle est incapable de synthétiser à partir de rien, il faut forcément une extrémité 3' libre pour commencer.
Et justement, cette extrémité 3' libre, c'est la primase qui lui donne. Bon, en vrai, je dis ça, mais j'avoue que en fait, l'ADN polymérase, elle mérite de fou son statut de star. Parce que dites-vous que à elle seule, rien qu'avec son activité de polymérisation dans le sens 5' 3' à partir d'un brin matrice, rien qu'avec ça, elle fait tomber le taux d'erreur de recopiage à une erreur pour 10 puissance 5 nucléotides ajoutés. Et ça, c'est rendu possible grâce à sa capacité de transconformation qui vérifie que le nucléotide soit le bon avant de l'ajouter à la chaîne. Mais c'est pas tout. Parce que, en plus de cette capacité de transconformation, elle a aussi une activité exonucléasique qui consiste en fait à corriger une erreur après cette fois-ci que le nucléotide ait déjà été rajouté. Et du coup, si on rajoute cette activité exonucléasique qui se fait dans le sens 3' vers 5' cette fois-ci, le taux d'erreur, il n'est plus de 1 nucléotide pour 10 puissance 5, mais de 1 nucléotide pour 10 puissance 7. Donc vraiment, j'espère que vous vous rendez compte à quel point l'ADN polymérase joue un rôle central dans la fidélité de la transmission du génome de génération en génération. C'est vraiment un point hyper important. Ok, donc maintenant qu'on a fait un peu la checklist des acteurs principaux de la réplication, on va pouvoir voir à quel moment et de quelle manière ils interviennent durant le processus et aussi leur spécificité en fonction des différents types d'organismes. On commencera toujours par décrire le mécanisme prokaryote, parce qu'en principe il est plus simple, vu que son génome est plus petit, circulaire et unique. Et du coup, à partir de ça, et en se basant sur les différences et les spécificités du génome eucaryote, on va pouvoir décrire beaucoup plus facilement le processus de réplication de ce dernier. Alors, comment débute la réplication chez les prokaryotes ? C'est super simple. Il y a une séquence consensus unique à un endroit dans le génome qui est appelée origine de réplication. Et c'est à cet endroit que va être recruté le primosome. Qu'est-ce que le primosome ? C'est le complexe formé par l'hélicase et la primase. C'est super pratique pour initier la réplication du coup, puisqu'on va ouvrir et amorcer en même temps. Et pour éviter que les liaisons entre les brins d'ADN se reforment directement une fois que l'hélicase a le dos tourné, il y a des protéines qui sont recrutées qu'on appelle protéines SSB. On va aussi retrouver nos petites topoisomérases de type 1 pour éliminer les surenroulements causés par le passage de l'hélicase. Et c'est bon, on a une molécule d'ADN qui est ouverte grâce à l'hélicase, qui va le rester grâce aux protéines SSB. Donc on peut passer à la prochaine étape qui est celle de l'élongation. C'est donc le moment où la star de la réplication fait son entrée, l'ADN polymérase. Il y en a 3 différentes chez les prokaryotes, mais la plus importante c'est la 3. Elle va s'occuper de polymériser l'ADN avec une grande précision, toujours dans le sens 5', 3', et elle va pouvoir corriger ses erreurs dans le sens 3', 5'. Cette ADN polymérase 3, elle est responsable de la totalité de la réplication du brin avancé, mais seulement partielle de celle du brin retardé. Pas de panique, je refais un petit point sur cette histoire de brin avancé, retardé, fragment de Okazaki, etc. On est d'accord que vous avez bien retenu que l'ADN polymérase ne pouvait synthétiser que dans le sens de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Et du coup, pour ce faire, logiquement, elle doit lire la séquence du brin pair dans le sens antiparallèle, c'est-à-dire dans le sens de l'extrémité 3' vers l'extrémité 5'. Ça, normalement, c'est bon. Si c'est pas bon, réécoutez ce que je viens de dire. Maintenant, petite mise en situation pour essayer de vous illustrer la chose encore d'une manière différente que ce qui vous a déjà été fait. Imaginez que l'hélicase, c'est un chef de service qui marche dans l'hôpital. Il est hyper charismatique, il a confiance en lui, un peu trop. Du coup, il est gravotin et il avance vite, tout droit, dans une direction, sans se soucier de ce qu'il y a derrière, à côté, tout ça. Derrière lui, justement, il y a l'interne. L'interne, il le suit au pas de course, parce que même si le chef, il le prend de haut, il le dénigre, etc., l'interne, il a déjà l'expérience et les capacités qui lui permettent de le suivre sans trop de difficultés. Et du coup, ils avancent tous les deux dans le même sens, presque à la même vitesse,
comme si l'interne, en fait, c'était un peu l'ombre du chef de service. L'interne, ici, en fait, c'est la polymérase qui va lire le brin qui est orienté de sorte à ce que son extrémité 5' soit du côté du sens du déplacement de la fauche de réplication. Ça paraît un peu compliqué, mais en gros, c'est la polymérase qui va se déplacer dans le même sens que l'hélicase. Pour cette polymérase en question, la réplication, en fait, elle va être super simple et assez rapide, parce qu'en effet, elle va pouvoir synthétiser son ADN de manière continue. Bah oui, parce qu'elle va pouvoir lire le brin père, en même temps que synthétiser le brin fils, en même temps que suivre l'avancée de l'hélicase. Donc, pour rappel, on a le chef de service tout devant, l'interne qui le suit, et maintenant derrière l'interne se cache un dernier individu. C'est le petit stagiaire qui vient de se finir sa P1 et qui connaît absolument rien à la vie. Il essaie désespérément de suivre le rythme imposé devant par le chef de service, mais avec la panique, il fait n'importe quoi, il arrête pas d'oublier ses affaires dans les chambres des patients, etc. Donc à chaque fois, il est obligé de faire demi-tour pour retourner les chercher, sauf que le chef de service, devant, il s'en fout, il a pas le temps. Du coup, stagiaire, il prend de plus en plus de retard, il fait plein de détours, etc. Bref, ici, le stagiaire, en fait, c'est l'ADN polymérase qui doit lire l'autre brin qui a son extrémité 3' du côté du sens de déplacement de la fauche de réplication. Bah oui, c'est logique parce que en fait, pour elle, le seul moyen de lire et de synthétiser son nouveau brin, c'est de se déplacer dans le sens contraire de celui de l'hélicase. Donc ça le retarde de fou à chaque fois et il est en mode attendez-moi, il pique un sprint dans la bonne direction pour recommencer à synthétiser dans l'autre sens, etc., etc. Sauf qu'en plus de tout ça, à chaque fois qu'elle recommence, elle a besoin d'une nouvelle amorce d'ARN. Donc il faut rappeler la primase, etc. Du coup, à la fin de la réplication, le nouveau brin synthétisé par l'interne, il est tout nickel, il n'y a rien à faire. Par contre, l'autre brin synthétisé par le stagiaire, il est pas ouf du tout. Puisqu'en fait, c'est une succession d'ADN et d'amorces d'ARN qu'on appelle fragments d'Okazaki. Et ces fragments d'Okazaki, va falloir les supprimer. C'est là que l'infirmière sympa vole au secours du petit stagiaire qui fait pitié, avant qu'il se fasse défoncer par le chef de service. L'infirmière, ici, en fait, c'est l'ADN polymérase 1, qui, grâce à son activité exonucléasique dans le sens 5' 3' cette fois-ci, va pouvoir supprimer les amorces d'ARN qui traînent et synthétiser tout de suite après les séquences d'ADN à la place. Donc clairement, elle le couvre, quoi. Et enfin, il y a une ligase qui va venir finir le travail en liant le tout, histoire de faire genre ni mu ni connu. Du coup, on en a terminé pour le mécanisme prokaryote. On va pouvoir maintenant passer au mécanisme eucaryote. Mais ça va être beaucoup plus rapide du moment où vous arrivez à garder en tête en fait le mécanisme général et que vous parvenez à l'adapter aux petites spécificités du génome eucaryote qu'on va voir juste après. Déjà, première grosse différence, c'est que contrairement aux prokaryotes, l'ADN eucaryote n'est ni unique ni circulaire, mais il est linéaire, fragmenté et condensé. Du coup, ça fait que là où le prokaryote il avait besoin que d'une seule origine de réplication, il faisait son tour et c'était fini, le génome eucaryote, il en possède de 20 à 100 000 d'origines de réplication. Et même si elles peuvent être activées en même temps par petits groupes pour essayer de synchroniser au max la réplication pendant le cycle cellulaire, qui n'existe d'ailleurs pas chez le prokaryote, et vous imaginez bien que ça suffit pas pour aller aussi vite que les prokaryotes. Et donc la réplication eucaryote va beaucoup plus lentement que la réplication prokaryote. Ensuite, une autre différence qu'on peut noter, et toujours en rapport avec l'initiation d'ailleurs, c'est que chez l'eucaryote, le complexe primosome, qui était donc formé de l'hélicase plus la primase, n'existe pas. Donc on va retrouver d'une part pour le brin avancé, la primase, qui va faire donc une seule amorce d'ARN, qui va permettre à l'ADN polymérase delta, cette fois-ci, de répliquer totalement de manière continue le nouveau brin. Et en revanche, pour le brin retardé, c'est le même principe que je vous ai expliqué là, avec l'interne, l'externe, le chef de service, que chez les prokaryotes. Sauf que à cause d'une histoire d'encombrement stérique, blablabla, à la place de l'ADN polymérase delta,
on va recruter l'ADN polymérase alpha pour initier la réplication avant que la delta prenne le relais. Je vais réexpliquer dans le bon ordre parce que c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Mais donc pour le brin retardé, on a la primase qui va faire son amorce d'ARN, une ADN polymérase alpha qui va venir initier la réplication à partir de l'amorce qui vient d'être faite sur ce brin retardé. Et il y a l'ADN polymérase delta qui va prendre le relais de l'ADN polymérase alpha et continuer la réplication jusqu'à la prochaine amorce de la primase. Et donc la question c'était pourquoi la polymérase alpha elle vient et la polymérase delta ne peut pas récupérer direct à partir de l'amorce. C'est justement ça, c'est une histoire d'encombrement stérique, mais c'est pas très important. Faut juste retenir que du coup l'initiation sur le brin retardé se fait par l'ADN polymérase alpha et la poursuite de cette réplication se fait par l'ADN polymérase delta. Mais c'est pas fini, on a encore une autre différence qui concerne cette fois la finition sur le brin retardé. Souvenez-vous, chez le prokaryote, on avait appelé l'infirmière gentille, c'était une polymérase qui, à elle seule, enlevait les amorces d'ARN dont on n'avait pas besoin et resynthétisait de l'ADN à la place. Là, pour les eucaryotes, ça va pas être du tout ça. En fait, on va solliciter des exonucléases, qui sont la RNase et la FEN1, qui vont supprimer les fragments d'ARN dont on n'a pas besoin. Et après, on va rappeler encore une fois l'ADN polymérase delta, donc celle qui s'est déjà occupée de la réplication, pour qu'elle finisse elle-même son travail avant le passage de la ligase qui va donc lier le tout. Enfin, concernant la terminaison, là aussi c'est un peu différent des prokaryotes, et c'est toujours à cause en fait de cette linéarité des chromosomes qui fait qu'on se retrouve avec des extrémités qu'on n'a pas chez les prokaryotes. Ça, pour le brin avancé, ça pose pas de problème. Parce qu'en fait, la polymérase, elle peut avancer jusqu'au bout et faire sa réplication jusqu'au bout, et donc pas de souci. Par contre, toujours le même qui pose problème, c'est le brin retardé. Et c'est un problème qui n'est pas trop négligeable, parce qu'en fait, souvenez-vous, la polymérase, elle devait avancer, puis reculer pour pouvoir synthétiser dans le bon sens, puis ravancer, reculer, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, elle arrive au bout du chromosome, et c'est un peu comme si elle arrivait au bord d'une falaise. Vous voyez, genre, elle peut plus avancer, en fait. Sinon, elle meurt. Et donc, il y a toute une partie du chromosome à son extrémité qui ne peut pas être répliquée. Et ça pose problème, parce qu'il y a toute une partie de l'information génétique qui ne va pas être transmise à la cellule fille. Mais heureusement, ça c'est sans compter l'intervention de la supertélomérase, qui est une enzyme qui va en fait pouvoir en quelque sorte construire un pont de séquences répétées de nucléotides au-delà de la falaise, donc au-delà de l'extrémité chromosomique, pour que la polymérase avance, comme elle le faisait, et recule en synthétisant dans le bon sens. Donc finalement, tout est bien qui finit bien, tout le chromosome est répliqué, et le trésor est bien transmis à la cellule fille, dans son intégralité. Voilà, après il y a toute une partie sur la méthylation et les nucléosomes dont je ne vais pas parler dans ce podcast, parce que j'estime qu'il nécessite moins d'explications en plus par rapport aux mécanismes que je viens de détailler. Du coup, juste un petit mot avant de vous laisser sur les applications médicales, pour vous rappeler que vous n'apprenez pas tout ça juste pour savoir, même si c'est intéressant, mais que l'on s'en sert vraiment pour développer des thérapies, par exemple, notamment contre les bactéries et les cancers. Ces connaissances, elles nous permettent également de comprendre la physiopathologie de certaines maladies et du coup pouvoir agir dessus. Et enfin, l'étude de ces acteurs comme les polymérases, par exemple, a permis de développer vraiment la technique de biologie moléculaire la plus utilisée, c'est la PCR. Mais vous en parlerez largement au deuxième semestre. Je ne veux pas vous spoiler. Ça y est, j'ai terminé. J'espère que c'était pas trop long, que ça vous a permis de fixer vos idées, mettre un peu d'ordre dans tout ça, y voir plus clair, et surtout de comprendre. C'était vraiment le but principal, que vous compreniez
J'ai essayé d'utiliser voilà, des images, des mises en situation, etc. pour que vous ayez une autre manière d'approcher ces notions et que bah, peut-être ça rentrera plus dans votre tête comme ça. Je vous le répète juste une dernière fois, mais parce que c'est hyper important. C'est pas parce que j'ai pas parlé d'un point du cours dans le podcast qu'il ne faut pas apprendre et que c'est pas important. Et sinon, si vous avez la moindre question, il y a le forum sur Moodle, n'hésitez vraiment pas. Et pareil, si vous vous croisez à la fac, en cours, etc., bah, venez me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si vous avez des remarques à me faire qui pourraient m'aider à vous aider à mieux comprendre en fait. Venez, n'hésitez pas. Genre si j'ai parlé trop lentement et que vous êtes endormi, bah venez me dire, je me vexerai pas. Si ça allait trop vite, bah venez me dire. Si c'était pas assez précis, venez me dire. Enfin vraiment, venez. Allez, je vous dis bon courage. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous êtes vraiment des monstres à avoir les capacités de réviser autant. Moi en P2, j'y arrive plus et je vous admire vraiment pour ça. Donc bravo à vous tous et je vous dis à bientôt. Salut!